La sécurité, c'est un sujet qui a toujours été présent dans le monde du DevOps, mais qui finalement commence seulement à être visible vraiment maintenant avec le DevSecOps. Un autre sujet a finalement toujours été présent dès que vous avez une application en production, c'est l'astreinte. Pour autant, moi je n'ai jamais entendu parler d'astreinte en conférence. Et pourtant, il y a tant de questions qui se posent quand on met en place de l'astreinte. Des questions humaines, des questions techniques, des questions organisationnelles. C'est Damien Paco, de TIDS, qui va nous faire un retour d'expérience à ce sujet. Merci de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Est-ce que vous trouvez normal de confier la survie nocturne de votre environnement de production à une seule personne? Est-ce que vous trouvez normal de limiter le champ d'action de votre équipe d'astreinte au suivi d'une procédure ultra détaillée? Bonjour à tous, je m'appelle Damien Paco. Je travaille sur des environnements en production depuis à peu près 12 ans, dans des petites startups, dans des entreprises plus larges. Aujourd'hui, chez TIDS, j'ai managé des équipes de développement, des équipes d'infrastructure. J'ai fait un petit peu vraiment les deux métiers de ce qu'on appelle le DevOps. Et depuis une dizaine d'années, je m'occupe de la création et la gestion d'équipes d'astreinte, alors de différentes tailles, des toutes petites équipes dans des petites startups, des équipes avec des niveaux d'escalade importants dans des plus grosses entreprises. Et puis aujourd'hui, je m'occupe de la création de l'équipe d'astreinte chez TIDS. Alors TIDS, qu'est-ce que c'est? On est une plateforme média globale. Ça veut dire qu'on met en relation des entreprises qui ont du contenu à monétiser avec des entreprises qui ont du contenu à diffuser. Par exemple, on met en relation des sites de news avec des advertisers. On est une entreprise française, on travaille dans le secteur de l'AdTech, l'Advertising Technology, et on a un focus très important sur la notion de clean advertising. C'est-à-dire qu'on est convaincu que pour que l'Internet reste libre et gratuit, la publicité est nécessaire, mais on n'est pas obligé de mal la faire. Et donc on essaye de faire des publicités qui soient les moins intrusives pour l'utilisateur final. Et on essaye de faire ça à l'échelle, puisque notre reach calculé est d'à peu près 1,2 milliard de personnes tous les mois. Quelques mots sur le contexte DevOps chez TIDS. TIDS s'est construit autour du DevOps. On a toujours été une entreprise cloud native, et on s'est construit vraiment avec cette philosophie DevOps de manière intrinsèque dans notre ADN. Récemment, on s'est réorganisé en feature team il y a à peu près 3 ans. Donc nos feature teams, c'est notre implémentation à nous du modèle Spotify. Ça veut dire qu'on recrute des gens qui sont des full stack dev et on leur dit « you build it, you run it ». On a une équipe infrastructure qui ne fait pas partie des feature teams, qui est une équipe transverse et dont le but est de fournir aux développeurs des feature teams toutes les briques nécessaires, toutes les briques dont ils ont besoin pour écrire du code et le faire passer de l'environnement de test, enfin de dev, en test, en QA, en production. Et la particularité, c'est qu'on a construit une équipe d'astreinte pluridisciplinaire. Ça veut dire que notre équipe d'astreinte, elle n'est pas composée que de personnes qui viennent de l'infra. Elle est composée aujourd'hui de plus de personnes issues des feature teams, donc de plus de développeurs que d'infra. Je voulais parler un petit peu de notre parcours autour de la construction de cette équipe d'astreinte, depuis le début, il y a 7 ans, quand TIDS s'est créé à Montpellier, jusqu'à aujourd'hui. Alors au démarrage, comme dans à peu près n'importe quelle startup qui se met à décoller sur le plan business, on commence à avoir de l'attraction au business, c'est le CTO qui s'y colle. Le CTO, tout seul, le soir, répare tout ce qui a été fait la journée puis qui n'a pas été forcément super bien fait. Et donc on se retrouve dans un contexte où on ajoute énormément de features, puisqu'on est en forte traction business. On a une plateforme qui est fortement volatile. On ajoute beaucoup de features, on ajoute beaucoup de code, beaucoup de nouveaux systèmes. Et ça induit une haute fréquence d'incidents. Évidemment, au bout de quelques semaines, quelques mois, le CTO tout seul ne peut plus gérer. Il passe ses journées à coder, ses journées à organiser l'équipe de développement qu'il doit constituer également. Et ses nuits à s'assurer que tout fonctionne, que tout marche bien. Et donc rapidement, on voit arriver le besoin de trouver un relais au sein de l'équipe de développeurs. Et c'est à ce moment-là
qu'on a constitué une équipe d'astreinte. Et constituer une équipe d'astreinte, dans un pays comme la France, ça a des implications qui dépassent juste l'organisation de l'entreprise. L'astreinte est réglementée de manière assez forte en France. C'est une bonne chose. Mais à partir du moment où vous constituez une équipe, où vous avez plus simplement un co-founder ou un cadre dirigeant qui s'occupe de faire l'astreinte, alors vous devez mettre un cadre légal et par exemple, il est obligatoire de fournir une prime d'astreinte à quelqu'un qui va passer ses nuits, même s'il ne passe pas ses nuits à réparer la production, même s'il passe ses nuits à attendre que le réveil sonne. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place effectivement à ce moment-là, avec donc 2 personnes, les 2 plus seniors devs de l'entreprise, qui sont venus rejoindre le CTO. Et donc on avait une équipe de 3 personnes qui faisaient des rotations donc, toutes les 2 semaines. Ça veut dire qu'ils avaient 1 semaine d'astreinte, 2 semaines sans astreinte. C'était un petit peu court, et on est rentré à ce moment-là dans une phase d'hyper-croissance. Ça veut dire que là, d'année après année, on faisait entre 70 et 300% de croissance, tant sur le plan du chiffre d'affaires, que sur le plan de la taille de l'équipe technique, que sur le plan du nombre de lignes de code qu'on introduisait dans le système, que sur le plan du nombre de nouveaux systèmes qu'on introduisait dans les plateformes. Et la plateforme se complexifiant, on a rajouté 2 personnes pour pouvoir avoir des rotations plus écartées. Et donc on se retrouve avec une équipe composée de 5 personnes, rotation toutes les 4 semaines. Ça fonctionne plutôt bien. Mais on se dit quand même, on n'a pas beaucoup de mou. Si jamais on a quelqu'un qui a un problème de planning, on se retrouve avec des gens qui vont faire de l'astreinte vraiment de manière trop rapprochée. Alors on a cherché à recruter, retrouver d'autres développeurs qui avaient envie de rejoindre cette équipe d'astreinte pour régler les problèmes la nuit et le week-end. Et on s'est heurté à un mur. On a été confronté à des gens qui étaient terrifiés à l'idée d'être réveillés la nuit et de devoir intervenir sur un système qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'évidemment, cette équipe d'astreinte qu'on avait constituée, qui était constituée de 5 personnes, elle était vue comme une équipe de sachants, comme une équipe des premiers développeurs de TIDS, qui connaissaient tout, qui avaient participé à tout, qui avaient participé à la construction de chacun des éléments de la plateforme. C'était évidemment pas le cas des gens avec qui on discutait pour qu'ils intègrent l'équipe. Et donc, ils nous exprimaient cette peur. On a un petit peu laissé le sujet de côté, et puis l'un des membres historiques nous a dit voilà, moi, l'astreinte, j'en ai fait pendant 3 ans. C'était bien. Je suis content de l'avoir fait. Mais mon planning personnel, désormais, n'est plus en accord avec les besoins et les contraintes de l'astreinte. Donc j'aimerais arrêter de faire de l'astreinte. Et là, on s'est retrouvé face à un problème assez important. En tant que bons ingénieurs, résoudre des problèmes, c'est quelque chose qui nous passionne. Et donc on a essayé de comprendre la cause racine de ce problème et d'y apporter une solution. Ce qu'on entendait, c'était que les développeurs nous disaient donc « j'ai peur de ne pas savoir faire pendant la nuit ou pendant le week-end. J'ai peur de me retrouver face à une situation que je ne sais pas déminer. » Et du coup, on a regardé du côté de la documentation. On s'est dit si on a de la documentation, alors ils vont pouvoir s'adapter, ils vont pouvoir comprendre. Et on a fait un constat qu'en l'état, on avait de la documentation qui concernait notre plateforme, on avait écrit de la documentation, mais premièrement, elle n'était pas à jour, et deuxièmement, elle n'était pas du tout adaptée à l'astreinte. On avait de la documentation très généraliste ou très très technique, et on n'avait pas la documentation un petit peu intermédiaire qui nous dit quel système interagit avec quel système. On n'avait pas ces runbooks ou ces playbooks qui vous permettent, si vous voulez, en suivant un certain nombre d'étapes, de redémarrer un nœud Kafka, par exemple, qui tombe pendant la nuit, ou de rallumer un nœud Cassandra. On s'est aperçu qu'on n'avait rien de tout ça, et donc on s'est dit, bon, on n'a pas de documentation, construisons de la documentation. On a pris l'équipe d'astreinte existante, on a pris quelques managers et on leur a dit, OK, on va faire une réunion récurrente toutes les semaines, et on va se mettre dans une salle et on va écrire de la documentation. Vaste programme. C'était la première réunion qui sautait quand on avait n'importe quoi d'autre à faire. Assez bizarrement. Après 6 semaines à peu près, donc on a essayé d'itérer quand même pendant 6 semaines sur cette approche-là, et après 6 semaines, on a arrêté, on a fait un constat d'échec. On avait produit très peu de documentation, donc sur le plan quantitatif, on n'était pas du tout au niveau qu'on attendait. Et alors sur le plan qualitatif, c'était pire que tout. On avait documenté quelques alarmes, mais sans forcément donner d'éléments réels et sérieux et concrets pour leur résolution. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, retournons le paradigme. Essayons de
sortir du processus ultra détaillé et introduisons de l'humain. Réfléchissons le mécanisme d'astreinte. Et on s'est dit, les gens ont peur de ne pas savoir faire. Et ils ont peur de ne pas savoir faire parce qu'ils connaissent une partie du système. Mais alors, si on en prend deux qui connaissent deux parties du système, du coup, ils ont une connaissance, une surface de connaissance sur la plateforme qui est bien plus large. Et on s'est dit, proposons aux développeurs de faire des astreintes en binôme. Et tant qu'à faire, puisqu'on a une équipe qui est pluridisciplinaire, puisqu'on a des gars de l'infra et des développeurs au sein de cette équipe, essayons d'avoir des sets de compétences mutuellement exclusifs dans les binômes, ce qui nous permet d'élargir encore la surface de connaissances couvertes. Et donc, ne recrutons pas une personne pour remplacer une personne, mais recrutons 8 personnes pour pouvoir avoir une équipe d'astreinte de 12 personnes. C'est quelque chose qui a plutôt très bien marché. L'une des raisons, c'est que quand vous êtes deux face à un problème la nuit, vous pouvez échanger, vous pouvez proposer une idée, challenger. Vous n'êtes pas tout seul, au milieu de la nuit, perdu face à votre production qui ne fonctionne plus et vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes deux, vous portez à deux le stress de l'incident et la responsabilité de sa remise en route. C'est quelque chose qui a été fondamental, c'est un changement fondamental dans la manière dont on a géré nos astreintes à partir de là. Et on a choisi très tôt de ne pas faire de niveau d'escalade. C'est-à-dire qu'on ne souhaitait pas que la première personne réveillée par le robot ait une décision à prendre de réveiller son collègue. Personne n'a envie de réveiller son collègue à 3h30 du matin parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Personne n'a envie de faire ça. Et du coup, on a voulu que cette décision ne soit pas prise par la personne d'astreinte. Et donc, c'est le robot qui réveille les deux personnes exactement dans la même seconde. Ça, c'est le premier point sur lequel on s'est appuyé. Le deuxième point, on a dit à nos ingénieurs, votre travail, votre métier au quotidien, c'est de résoudre des problèmes. Que le problème arrive pendant la journée ou qu'il arrive pendant la nuit, c'est exactement la même chose. Nous vous faisons confiance pour trouver une solution. Nous avons conscience que vous ne pouvez pas tout savoir, pas tout connaître, mais par contre, nous savons que vous allez faire de votre mieux pour résoudre tout problème qui va arriver pendant la nuit et pendant le week-end. Et le fait d'être deux personnes, plus cette notion de confiance, a permis de libérer complètement les peurs de nos développeurs, et on a réussi à recruter assez facilement. Le troisième élément qu'on a changé, c'est sur notre suivi post-incident. On faisait des post-mortem avant, mais ils n'étaient ni systématiques, ni formalisés. Et on s'est dit, avec ce changement de stratégie un petit peu sur l'astreinte, profitons-en pour systématiser de manière absolue nos post-mortem. Donc on les fait dans un délai de 48 heures maximum après l'incident. On réunit dans une salle, cette fois-ci, on réussit à réunir cette fois-ci à la fois les gens qui ont été impactés par l'incident, qui ont travaillé à sa résolution, mais également toute l'équipe d'astreinte, donc les 12 personnes. On fait une recherche de cause racine. On en déduit évidemment des actions pour améliorer la résilience de notre plateforme pour que ce problème précis n'arrive plus. Mais s'il arrive quand même, on formalise un runbook pour que si ce problème exact, précis, arrive de nouveau demain, alors on a un set de choses à faire qui va être le premier endroit où on va aller regarder. Alors si je dois faire un état des lieux, ça fait à peu près 12 mois qu'on a mis en place cette nouvelle stratégie d'astreinte. On en est absolument ravis. On a une équipe d'astreinte qui vit, ça veut dire qu'on a des gens qui la quittent, on a des gens qui la rejoignent, et quand on a quelqu'un qui la quitte, on retrouve une nouvelle personne pour la joindre très très facilement et très rapidement. On a aujourd'hui entre 3 et 4 interventions par mois, c'est encore beaucoup, avec la durée moyenne d'intervention de 40 minutes. On a à peu près 50% de faux positifs, c'est-à-dire c'est des moments où nos alertes sont un petit peu mal tunées et du coup on reçoit une alerte alors que le système est en train de s'auto-gérer. Mais on est globalement très content de la manière dont ça fonctionne. Nos points d'amélioration, ils sont multiples évidemment, mais le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'aujourd'hui on a construit un agrégat de gens, c'est-à-dire qu'on a pris des gens dans les feature teams, on a construit une espèce d'équipe virtuelle, et moi j'aimerais que demain, cette équipe, on la formalise, on la construise en tant qu'équipe, plus qu'en tant qu'agrégat.
Ça passe par des rituels. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de rituels dans cette équipe. C'est quelque chose que moi, je souhaite qu'on mette en place. Alors, un rituel hebdomadaire, bi-hebdomadaire, les choses restent à définir, avec l'idée d'avoir un point d'échange régulier au sein de cette équipe pour pouvoir parler des différents problèmes qu'il y a eu et prévenir la suite. Si je devais vous donner 2 takeaways de cette session, ce serait de réfléchir à comment fonctionne le processus d'astreinte dans votre entreprise et peut-être essayer de retourner le paradigme qu'on utilise beaucoup autour de procédures vraiment très détaillées et vraiment remettre beaucoup plus d'humain au sein du processus d'astreinte. Merci à tous pour votre attention. Bon, ben merci pour cette présentation. Bien sûr, je sais que je dis ça chaque fois, mais c'est la vérité chaque fois. Il y a 3 grands axes parmi les questions, donc je vais les consolider. Question numéro 1, êtes-vous d'astreinte en ce moment? Pour la petite histoire, j'étais d'astreinte, effectivement. Je suis d'astreinte cette semaine. J'ai échangé mon lundi, mardi, mercredi avec quelqu'un de l'équipe pour pouvoir être présent avec vous. On est d'astreinte chez TIDS uniquement la nuit, le week-end et les jours fériés, mais les personnes qui sont dans l'équipe d'astreinte sont les first responders, c'est les premiers à répondre si jamais un incident arrive durant la journée. Donc l'astreinte dure la semaine complète, et effectivement, je n'aurais pas pu assurer ce rôle de first responder aujourd'hui sur scène devant vous. Et il y a eu un petit incident ce matin en plus. Donc Bon, c'est tout à fait normal. Bon, prochaine question. Là, un peu plus dur. You build it, you run it. Bon. Mais finalement, les ops n'ont pas build. Sont-ils en charge de l'astreinte ou sont-ce les devs en premier lieu? Alors, l'équipe est vraiment pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on a 4 personnes de type Ops, je dirais, et 8 personnes de type Dev dans l'astreinte. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter d'avoir 2 Ops, enfin 2 Ops ensemble de manière certaine. 2 Dev, on est un peu obligé. Mais on essaye d'éviter d'avoir 2 Ops ensemble, et donc de mélanger les sets de compétences. Et ainsi, si quelque chose arrive pendant la nuit, d'un point de vue infrastructure, alors c'est plus la personne qui a le profil Ops qui va pouvoir aider à sa résolution. Et si on est plus sur quelque chose d'applicatif, c'est plutôt le développeur qui va leader naturellement la résolution de l'incident. Mais par contre, les 2 personnes sont systématiquement là et échangent. Alors on utilise Slack, mais ça pourrait être n'importe quel autre outil pour échanger pendant les incidents. Excellent. Dernière question. Quels sont vos KPI, donc indicateurs CLEF, pour mesurer l'efficacité des astreintes? Ça, c'est une vraie question, très difficile. Nous, on mesure principalement le temps d'intervention moyen. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est cette KPI qu'on regarde, nous, donc le nombre d'interventions qu'on a à faire par mois et le temps d'intervention moyen. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui veut dire grand-chose, parce qu'on peut avoir un incident qui va durer 4 heures et ça va exploser la moyenne. Et plein de petits incidents qui vont durer 3 minutes parce que le système s'auto-heal, et ça ne voudra pas dire grand-chose. C'est ces KPI-là qu'on surveille, mais on les surveille de très très loin, quoi. On n'est pas très orienté KPI chez TIDS, en tout cas pas au niveau de l'astreinte. D'accord. Bon, ben merci pour ça, et bien sûr, merci pour les présentations, et merci d'être venu. Merci à vous.